Comment choisir son IA? Sur quels critères s'appuyer? On va poser la question à mille vues, justement. Alors, comment choisir son IA et quels sont les critères? Déjà, vous m'avez parlé de 5 critères. On va commencer par le premier, le scope. Oui, alors, avant d'attaquer ce critère, juste un point. Vous pouvez faire confiance à des vendeurs d'IA, bien sûr, comme vous pouvez faire confiance à des vendeurs de voitures ou comme vous pouvez faire confiance à des vendeurs d'électroménager. À un moment ou à un autre, il faut avoir des normes. En automobile, il y a les normes NCAP sur la solidité des voitures. Il y a des normes de consommation énergétique sur l'électroménager. Avoir un minimum de garantie. Il n'y a pas de normes aujourd'hui sur l'IA. Donc, ça va être un tout. Le premier critère, c'est le scope. De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de 30 solutions d'IA? Est-ce que vous avez besoin de 2 solutions d'IA, de 4 solutions d'IA? Et à partir de là, vous allez rentrer dans une logique de choix qui va être différente. Quand vous avez besoin de beaucoup de solutions d'IA, il faut déjà avoir un agrégateur. Donc, vous commencez par choisir l'agrégateur, à l'intérieur de l'agrégateur, les solutions qui vous conviennent. C'est sûr. Quand vous avez besoin de quelques solutions d'IA, vous pouvez vous tourner vers des industriels, et ça a été notamment l'objet de l'alliance que nous avons fondée avec Therapixel, c'est d'offrir pour des acteurs qui ont un besoin limité de solutions d'IA, os, poumon, mesure, mammo. Une solution packagée avec juste un seul connecteur et donc leur faciliter la vie. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la performance. Le deuxième critère, c'est la performance et c'est là le plus intéressant parce que la performance, aujourd'hui, il y a plein de façons de la mesurer, mais il n'y en a pas beaucoup qui soient objectives. Donc, fondamentalement, il y a 3 façons de mesurer la performance. La première, de mesurer sérieusement la performance. La première, c'est de participer à des études comparatives internationales du type du projet R qui a été publié cet été dans Radiology, cet automne. Donc là, on prend plusieurs solutions qui font la même chose. Plusieurs solutions qui font la même chose, on compare, mais on compare sur la base d'un protocole qui est sérieux, défini, et sur la base... indépendant, et sur la base de solutions qui sont... de serveurs qui sont installés chez le client et pas à domicile. En conditions quasi réelles. En conditions de vie réelle. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir qui répond pas. Et puis ça permet d'avoir... Alors c'est un risque. Si on n'est pas bon, ben on ressort à la fin pas bon. Et si on est bon... Et puis le monde sait qu'on n'est pas bon. Et tout le monde sait qu'on n'est pas bon. Et puis si on est bon, ben on ressort comme bon et tout le monde sait qu'on est bon. Tout le monde sait qu'on est bon, mais tout le monde ne sait pas qu'on est meilleur, par exemple, ou pas, que ceux qui n'ont pas participé. Donc ça, c'est un vrai élément, et peut-être qu'à un moment, il faudrait mettre une pression sur les acteurs pour y faire. La deuxième solution, c'est une étude ad hoc, mais menée également de manière indépendante, qui va démontrer un niveau d'accuracy. Et puis la troisième solution, ça serait d'obtenir un label. Alors, on en parle depuis un certain temps avec Dream France. L'idée, ça serait de dire, Dream est capable de constituer des bases de données, qui seraient des bases de données de tests, qui restent la propriété de Dream. On met les algorithmes sur des serveurs chez Dream, on fait tourner, et puis soit on atteint un certain score et on a le label pour une durée limitée, soit on ne l'atteint pas. Et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de mauvais élèves. Ceux qui n'ont pas le label pour une raison ou pour une autre, ils ne vont pas être mis en place publique. Ils peuvent repasser 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard. Mais ceux qui l'ont, c'est une garantie donnée par la profession sur un niveau de performance. Et je crois qu'il va falloir avancer de toute façon sur des critères de ce type-là parce que sinon on va créer des illusions et des déceptions. Il n'y a aucune IA au monde qui atteignent 100% d'accuracy. Et c'est pas prêt d'arriver. On n'y est pas Donc, encore. il faut que les gens sachent ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. Aucune IA n'est complète. Donc, la seule façon de l'évaluer convenablement, c'est de faire ça sur des protocoles qui soient des protocoles rigoureux. Alors, on va revenir justement sur les labels, mais là, pour l'instant, vous m'avez donné que 2 critères. Le troisième, c'est la cybersécurité. C'est quand même un enjeu important aujourd'hui. Alors, le troisième, c'est effectivement la cybersécurité. On voit de plus en plus monter des contraintes autour de la sécurité des données. Et donc, il y a
Plusieurs choses. Il y a d'abord l'ensemble du processus de workflow, la façon dont c'est traité. Est-ce que c'est traité chez un HDS ou pas? Combien de temps les données sont conservées? Qu'est-ce qu'on fait des données qui sont traitées en production? Est-ce qu'on peut les utiliser pour de l'entraînement ou pas? Dans quelles conditions ça se fait, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un point très technique. Les solutions d'IA, elles ont une articulation avec le PACS dans la structure radiologique concernée. Et donc, il y a deux façons d'accéder aux données. La première, c'est d'aller faire ce qu'on appelle un query retrieve sur le PACS. Donc, c'est la solution d'IA qui va attaquer, entre guillemets, la base, c'est le mot qu'on utilise, mais qui va ouvrir la base de données du PACS pour aller rechercher l'examen qui lui convient. Mhm. Alors, ça marche bien, c'est une solution qui est connue depuis très longtemps, mais qui présente quand même un défaut. Failles. Un défaut, c'est qu'on expose l'ensemble de la base de données du PACS à une application Parce que tiers. vous ouvrez toute la base de données. On et ouvre puis toute après, la base vous de cherchez données dedans. pour pouvoir chercher dedans. Alors, c'est de temps en temps indispensable quand on veut faire du suivi d'antériorité, par exemple, en mammographie, on est obligé d'avoir cette solution-là. Mais quand on est sur un flow comme un flow de radio d'urgence, on n'est pas du tout obligé de faire ça. Donc la deuxième option, c'est celle que nous avons retenue, c'est du push. C'est le PACS qui envoie vers la solution d'IA de 1000 vues, et donc qu'elle soit en local ou dans le cloud, peu importe, mais c'est le PACS qui est maître du flux. Alors ça nécessite, pour être performant, d'avoir un contrôle qualité. Contrôle qualité qui va consister à regarder le nombre d'images qu'on a reçues. Est-ce qu'on a bien reçu les 5 images qui constituaient la study? C'est très important parce que de temps en temps, les 3 premières peuvent être normales et les 2 dernières pathologiques. Oui. Si vous n'avez reçu que les 3 premières, vous allez faire un retour comme quoi l'examen est normal. Donc, comme c'est du push que la responsabilité est du PACS, on est obligé de faire ce contrôle de cohérence et de renvoyer une information. Mais ça, ce sont des éléments d'assurance qualité et de cybersécurité qui sont vraiment des éléments fondamentaux pour les utilisateurs. Les deux derniers, le workflow et le coût. Alors le coût, c'est à la fois important, mais ça ne devrait pas être le critère principal. Alors, le coût, c'est un critère effectivement important, mais je suis d'accord avec vous. C'est un critère parmi 5 critères fondamentaux. Bien évidemment, il ne faut pas que ça soit déraisonnable par rapport à la valeur de l'examen, mais il faut aussi que le fournisseur d'IA il ait de quoi vivre. C'est sûr. Mais je reviens sur le workflow parce que c'est probablement là le critère le plus fondamental pour nous. L'IA, la nôtre en tout cas, elle est fondée sur l'objectif de gain de productivité. Et donc, il faut que l'ensemble du fonctionnement de toutes les étapes de l'IA soit aligné sur cet objectif. Oui, il faut qu'il y ait un gain net pour le radiologue. Il faut qu'il y ait un gain net pour le radiologue et il faut que les outils soient des outils performants à chacune des étapes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'on a cette fonction de push. Donc, dans le push, on va recevoir un certain nombre d'examens qui ne sont pas couverts par l'IA. On va juste les analyser automatiquement. On va définir que la zone anatomique n'est pas couverte par l'IA. Un massif facial, par exemple, n'est pas couvert par l'IA. Et on va les renvoyer immédiatement comme hors scope. La deuxième étape, ça va être de définir quelle est la zone anatomique concernée, quelle est l'incidence de prise de vue et quels sont les critères qui vont déterminer les bons algorithmes. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez un pied qui pend, c'est probablement un pied sur lequel on va essayer de faire une détection de fracture. Donc ça ne sert à rien d'aller faire des mesures sur un pied comme ça. À l'inverse, si vous prenez 2 pieds en charge, c'est probablement des pieds sur lesquels on va faire des détections de mesures, enfin des mesures anatomiques, des mesures orthopédiques. Et donc, sur cela, on va privilégier les algorithmes de mesure. Cet outil de classification des examens est vraiment un outil indispensable, à la fois parce qu'il permet d'appliquer les bons algorithmes et de ne pas envoyer des informations inutiles aux radiologues et perturber le PACS, et en même temps parce qu'il va générer la suite. Une fois qu'on a la zone anatomique, une fois qu'on a l'incidence de prise de vue, une fois qu'on a la détection d'une pathologie ou une mesure, il faut convertir ça
en un pré-rapport. Et c'est là l'une des innovations majeures de Millevue. Dès l'origine, on a su produire un pré-rapport. Mais on a produit un pré-rapport avec les limitations qui étaient celles de l'IA de l'époque, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'indication, on avait juste une donnée relativement limitée sur la partie pathologie. Et donc, depuis, on a beaucoup travaillé sur 2 axes. Le premier, c'était d'enrichir le pré-compte-rendu avec une description médicale de la pathologie sur laquelle on avait mis une box sur l'image. Et donc ça, c'est un travail de 18 mois pour arriver à ça. Le deuxième, et c'est un élément là, tout à fait fondamental, c'est d'être capable de dire, comme je le dis souvent, l'IA n'est ni intelligente ni artificielle, elle ne fait que reproduire ce qu'on lui a appris. Et puis de temps en temps, elle est bête. Quand elle voit 2 images avec 2 pathologies, elle ne sait pas s'il s'agit de la même pathologie sur 2 images distinctes ou si c'est 2 pathologies distinctes. Et donc, produire un compte-rendu dans lequel on dit il y a 2 fractures, il n'y en a qu'une, ça serait idiot. Donc, on a travaillé à lui apprendre ceci, et ça, c'est rendu possible par tout ce qu'on fait en amont sur le traitement de l'image, pour être capable de dire, on a une radio face-profil, et sur cet examen face et profil, on a une fracture ou une lésion pulmonaire. Puis ça suffit pas, parce que dans le workflow, il faut aller derrière. Il y a 50% du temps d'un radiologue sur une radio conventionnelle qui est utilisée pour produire un compte-rendu. On est capable d'amener tout ça jusqu'au niveau d'un pré-compte-rendu. Et maintenant, on est capable d'amener tout ça jusqu'au niveau d'un compte-rendu à valider par le radiologue avec très peu d'interaction. Simplement une dictée vocale une dictée numérique de quelques indications complémentaires. L'indication de l'examen, éventuellement un bout de conclusion à rajouter, une demande d'examen complémentaire, et tout ça va s'implémenter automatiquement dans le compte-rendu final, qui reste bien évidemment à ce moment-là soumis à validation. Ouais. Et là, on a un gain de temps considérable. Donc ce gain de productivité sur la partie compte-rendu, il est à prendre en compte aussi dans les critères de choix.